Bonsoir à tous. Les nouvelles mesures du président Donald Trump sur les migrants continuent de faire débat ici, aux États-Unis. En début de semaine, la Maison-Blanche a annoncé que les migrants bénéficiant de prestations sociales comme des soins subventionnés ou une allocation logement risquaient de se voir désormais refuser la carte de résidence ou même la nationalité américaine. Ces mesures ciblent des millions de travailleurs majoritairement hispaniques ou africains, occupant généralement des emplois peu rémunérés et jugés susceptibles de devenir des charges pour la société américaine. Cette décision, qui devrait en principe entrer en vigueur le 15 octobre prochain, affecterait 22 millions d'étrangers résidant légalement dans le pays, ainsi que quelques 10 millions d'immigrants installés illégalement aux États-Unis, souvent depuis des années. Enfin, le texte vise les migrants démunis et semble être destiné à décourager les candidats à l'immigration peu qualifiés qui espèrent obtenir l'asile aux États-Unis. La loi américaine sur l'immigration stipule en effet que ceux qui viennent vivre aux États-Unis ne peuvent pas devenir une charge pour la société. Et pour approfondir sur cette question, accueillons au téléphone le docteur Naila Roche. Elle est chercheuse au Centre d'études sur l'immigration ici à Washington. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Que pensez de ces nouvelles mesures du président Donald Trump qui entend refuser la carte de résidence et même la nationalité américaine à tous ceux qui bénéficient des avantages sociaux? Moi, je voudrais déjà commencer par corriger certaines erreurs, je pense, dans la formulation de votre question, parce qu'il ne s'agit pas du tout de la nationalité, il ne s'agit pas du tout de toutes les demandes déjà faites sur le sol américain de green card de n'importe qui. Donc, il s'agit de ceux dans le futur qui vont postuler pour la carte américaine ou n'importe une autre forme d'immigration, et il ne s'agit surtout pas d'une demande d'asile, parce que les réfugiés ou les demandeurs d'asile sont pris en charge par l'État américain, tout à fait. Donc, il ne s'agit pas du tout de ça. Maintenant, admettre pour les autres qui vont venir ici, admettre ceux qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur propre famille sans l'aide publique ne me semble pas tout à fait irrationnel, comme vous venez de le rappeler. La loi américaine sur l'immigration, elle est basée sur la doctrine de la charge publique, c'est-à-dire que si vous allez être une charge publique, vous n'allez probablement pas être accepté. Maintenant, en 1996, sous Clinton, la charge sociale a été un peu redéfinie pour n'inclure que ce qu'on appelait les cash subsidies, c'est-à-dire les aides en espèces, en liquide. Toutes les autres aides dont vous avez cité quelques-unes, Medicaid, logement public, etc., n'étaient pas considérées une charge sociale. Tout ce que fait maintenant l'administration de Trump ne fait que remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire la charge sociale, elle inclut toutes les aides sociales provenant des subventions des contribuables. Ici, des contribuables américains, mais aussi des étrangers qui travaillent aux États-Unis. Voilà. Nous reviendrons certainement beaucoup plus en profondeur sur les textes. Alors, selon la Maison-Blanche, 78% des foyers dont le chef de famille est un étranger peu éduqué utilisent au moins un programme d'aide publique. Et cela me mène à vous reposer la question, pourquoi s'intéresser à ceux qui reçoivent des aides qui ne sont pas encore aux États-Unis? Parce que quand vous venez pour émigrer, par exemple, moi j'ai émigré, je suis de nationalité libanaise, je suis venue ici. Déjà, pour aller visiter la France, on me demandait mon compte en banque, etc., pour être sûr que ça n'allait pas être une charge juste pour visiter un visa touriste en France. Pour venir ici, on m'a demandé à mon mari, on dit quelque chose comme une garantie, on m'a demandé si j'allais être une charge. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez venir ici et réussir, parce que c'est quoi venir ici? C'est bien pouvoir travailler, pouvoir s'intégrer dans la société américaine et tout ça, et parvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Si on ne peut pas faire ça, pourquoi quitter son pays? Parce que l'immigration, c'est pas facile.
comme vous savez, pour des millions qui travaillent chaque jour et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc mieux vaut pour aider mieux ceux qui sont déjà ici et qui souffrent, on parle des immigrants et d'autres, que ceux qui viennent dans le futur puissent au moins subvenir à leurs propres besoins. Voilà. Merci, docteur Naila Roche. Je rappelle que vous êtes chercheuse au Centre d'études sur l'immigration, un sujet que nous suivrons donc avec attention. Merci à vous de m'avoir invité. Le président Donald Trump s'est attaqué aux politiques commerciales et financières de la Chine, mais a refusé de critiquer les pressions de Pékin sur Hong Kong. Dans un discours prononcé mardi à Pittsburgh, Trump a déclaré que le gouvernement chinois avait manipulé l'Organisation mondiale du commerce et la monnaie chinoise à son avantage. Mais il a déclaré que les tensions entre Pékin et Hong Kong devaient être résolues entre eux. Le reportage est signé Sleti Kahok, le récit Gabi Dorsil. Manifestation émaillée de violence à l'aéroport de Hong Kong. Manifestants et policiers se sont affrontés mardi, ce qui a perturbé les transports aériens. Le président Donald Trump a qualifié la situation de difficile et a exprimé l'espoir que tout finira bien. L'affaire de Hong Kong est une situation très difficile. Nous verrons ce qui se passe. Mais je suis sûr que cela va se résoudre. J'espère que cela ira dans l'intérêt de tous, y compris la Chine, soi-disant en passant. Mardi, Trump a dit avoir appris que Pékin avait déployé les troupes à la frontière avec Hong Kong et il a appelé tout le monde à rester calme et en sécurité. Mais il a refusé de prendre position sur le projet de loi controversé qui permettrait l'extradition de suspects de droit pénal en Chine continentale. Les opposants considèrent que le projet de loi donne la liberté à Pékin de capturer les dissidents et d'empiéter davantage sur la démocratie dans l'ancienne colonie britannique. Des millions de personnes se sont mobilisées contre ce document depuis juin. Mais au sujet du commerce et de l'économie, Trump a lancé plusieurs flèches mardi en direction de la Chine. La Chine s'est faite elle-même. Elle a fait du bon travail. Mais elle a arnaqué notre pays pendant des années avec notre argent et le soutien de l'Organisation mondiale du commerce. Elle a ensuite profité des règles de l'OMC. Et je suis gentil quand j'ai dit profiter. Le dirigeant américain a également accusé la Chine de manipuler sa monnaie, ce que Pékin nie. Certains analystes soutiennent l'argument des Chinois. Très objectivement, aujourd'hui, la Chine ne manipule pas sa monnaie. Le rapport du FMI, d'ailleurs, depuis plusieurs années, souligne que la Chine, le taux de change du yuan chinois est en ligne avec les fondamentaux économiques. Lorsque le président américain Donald Trump souligne que la Chine cherche à dévaluer sa monnaie pour gagner en compétitivité, c'est complètement faux. Ça ne reflète pas la réalité du taux de change du yuan. Donald Trump soutient que les États-Unis ont gagné des milliards de dollars en imposant des droits de douane sur les importations chinoises. Il a annoncé mardi sa décision de reporter à la mi-décembre les droits de douane supplémentaires sur les produits chinois afin de protéger les consommateurs américains. À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie ont quitté l'aéroport après 2 jours de rassemblements de masse qui ont paralysé le 8e aéroport le plus fréquenté au monde. La Chine a durci le ton contre les manifestants. Plus de précisions avec Dili Diko. Après 2 jours de paralysie, ce matin, le fonctionnement de l'aéroport de Hong Kong est revenu à la normale, même si de nombreux vols ont été retardés. On ignore si les manifestants envisagent de revenir occuper l'aéroport plus tard. Leur mouvement n'a pas de dirigeants connus et les manifestations sont organisées de manière anonyme via les réseaux sociaux. En portant ces lunettes, je fais l'expérience de ce à quoi la manifestante DC devra faire face. Elle a perdu la vue d'un côté. Je fais cela pendant un jour, mais elle sera affectée pour toujours. Le coût est trop élevé. J'aimerais utiliser cette action pour dire au gouvernement et à la police que nous sommes contre leur brutalité et leur violence. Nous nous battrons jusqu'à la fin. C'est très clair. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper sur le message qu'ils tentent de faire passer. Ce contre quoi ils se battent est très clair. On comprend pourquoi ils se sentent mal. Vous pouvez comprendre pourquoi ils sont si bouleversés et en colère. Je pense que c'est très facile à voir et très difficile à ignorer. La Chine a vigoureusement dénoncé des agressions quasi terroristes contre ses ressortissants. Hier, 2 Chinois du continent ont été passés à tabac au 5e jour d'une mobilisation à l'aéroport.
C'est la deuxième fois que la Chine cherche à assimiler les manifestations à du terrorisme, faisant craindre une répression alors que le mouvement entre dans sa 10e semaine. Suite de notre série sur l'esclavage. Il y a 400 ans, les premiers Africains réduits en esclavage ont été amenés aux États-Unis et ont atterri dans la colonie anglaise de Virginie. Ce premier groupe venait d'Angola, saisi par des pirates britanniques d'un navire négrier portugais. Aujourd'hui, en Angola, les jeunes découvrent l'histoire de la traite des esclaves dans les salles de classe. Maïra de la Salette et Betty Ayoub de VOA se sont rendus sur place. Le récit est de Blanche Sanou. Comment un pays parvient-il à guérir de plusieurs siècles d'esclavage, des tensions supplémentaires de la colonisation et de la guerre civile? Cela commence par comprendre l'histoire. Mais pour l'historien Armindo Gomes, il n'y a pas assez de travaux scientifiques sur le passé de l'Angola, notamment le lien entre son pays et l'esclavage aux États-Unis. Nous n'avons pas assez de recherches, de publications ou institutions dédiées à ce sujet. Nous n'avons pas de références bibliographiques qui corroborent ce que nous savons, à part ce que les Européens ont écrit à leur manière et pour eux-mêmes. Gomes se plaint que les points de vue des Occidentaux n'incluent pas souvent les pratiques barbares. Par exemple, il déclare qu'après que la Grande-Bretagne eut aboli l'esclavage en 1833, le commerce se poursuivait illégalement et les esclavagistes portugais étaient impitoyables pour ne pas se faire prendre. Lorsque les inspecteurs britanniques interceptaient les bateaux portugais, ils ne trouvaient aucun esclave. La stratégie portugaise était de jeter tous les Noirs à la mer dès qu'ils apercevaient des navires britanniques. Ensuite, ils retournaient à terre et approvisionnaient à nouveau le navire. De plus, le programme d'enseignement de l'Angola à chaque niveau scolaire n'a qu'un chapitre sur la traite des esclaves, même à l'université. Au collège Kajou de Luanda, dans le cadre des études sur l'esclavage, les enseignants veillent à ne pas provoquer de ressentiment sur la question raciale. Nous devons nous assurer que nos étudiants sont bien informés sur l'esclavage et comprennent qu'il s'agissait en fait d'un problème. Malheureusement, l'esclavage noir est très souvent lié au racisme. Nous devons donc faire très attention lorsque nous enseignons ce sujet. Quand j'ai entendu parler de l'esclavage, du fait que nous étions colonisés par les Portugais, d'une certaine manière, j'ai ressenti de la haine. C'était une nouvelle chose pour moi. Mais avec le temps, j'ai appris que l'esclavage existait bien auparavant et que dans l'Antiquité, il faisait partie de l'ascension de certains royaumes. Les étudiants de Kavunga ont des points de vue différents sur l'héritage de l'esclavage. Même si l'esclavage était une mauvaise chose, il présentait également des avantages. L'esclavage a aidé plusieurs pays européens et l'Afrique a également été exposée à d'autres cultures. Je voudrais dire aux jeunes Américains de ne pas se limiter au ressentiment. À ce jour, nous devons être plus corrects, avoir de meilleures idées que nos ancêtres et empêcher que l'esclavage ne se reproduise. L'histoire de l'esclavage en Angola s'est infiltrée dans la culture, précisément dans les peintures murales et la musique. La capoeira est une forme d'arts martiaux développée par les esclaves. Ils ont utilisé la musique pour dissimuler des mouvements d'autodéfense. Justino Pinto Diandrare, connu des amateurs de capoeira sous le nom de Faishka, enseigne ce sport et explique pourquoi il reste populaire. Je pense que c'est essentiellement lié à la partie musicale. Nous avons Berimbo, par exemple, Atabanke et Pandero, tous des instruments africains. La capoeira sans sa musique n'est pas la capoeira. C'est le seul art martial au monde qui joue de la musique avec des instruments et des chants. La musique est comme un timbre, c'est la marque des Africains. Certaines chansons de capoeira racontent les histoires de noirs esclaves. Aujourd'hui, c'est considéré comme l'héritage des nègres pour décrire leurs souffrances. Pour qu'un homme sache où il va, il doit savoir d'où il vient, n'est-ce pas? Faishka, conscient du passé de son pays, se joint à l'idée des étudiants angolais qui disent tous vouloir aller de l'avant.
Si comme moi, vous aimez le miel, alors rendons-nous en Afrique du Sud, à quelques kilomètres de la jungle urbaine de Johannesburg. Une jeune Sud-Africaine s'est lancée le défi de sauver les abeilles, développer l'apiculture dans les villages afin de préserver l'environnement et booster l'économie locale. Telle est l'entreprise de Portia Mouroudi. Asma Botmi-Clark a été à sa rencontre. Portia Mouroudi est ce qu'on appelle une héroïne des temps modernes. Cette Sud-Africaine a décidé il y a 7 ans de consacrer sa carrière au sauvetage des abeilles et avec elle, l'agriculture locale. Son but, sortir les villageois sud-africains de la pauvreté grâce à la production de miel local, biologique. Le chômage est si élevé dans les communautés rurales. Les gens ne sont pas éduqués, mais ils ont des ressources naturelles qu'ils ne mettent pas à profit. Et c'est à ça que nous avons pensé, leur apprendre comment utiliser les ressources dont ils disposent et le faire grâce à l'apiculture. Inspirée par son grand-père, Portia Mouroudi a créé The Village Market, un marché virtuel sur lequel elle revend le miel des villageois. Elle enseigne ainsi l'apiculture aux fermiers et installe des ruches sur leurs terres cultivées sans pesticides. Avant, toutes ces fermes étaient négligées. Mais si vous allez faire un tour maintenant, vous pouvez voir qu'il y a plus d'activités. Cela est dû au Village Market parce qu'il nous donne accès au marché. Il nous trouve des clients pour nos produits, une clientèle type qui motive la communauté et qui nous pousse à vouloir continuer dans le secteur de l'agriculture. Ambitieuse, la jeune femme a déjà installé plus de 800 ruches dans tout le pays. Elle veut aussi redonner aux jeunes le goût du travail de la terre. Ces terres étaient des fermes cultivées il y a quelques années. Mais quand les grands-parents décèdent, les jeunes ne savent pas quoi faire de la terre et ils l'abandonnent. Depuis 2012, le projet s'agrandit. La formation en apiculture s'est aussi étendue aux enfants de plus de 10 ans. Nos enfants ont besoin d'une planète où vivre et leurs petits-enfants aussi. Alors sans les abeilles, il n'y a pas de nourriture. Alors pourquoi ne pas tous s'y mettre? C'est une cause qui en vaut la peine. Cette année, les efforts de Portia Mouroudi seront récompensés par un prix, celui de la femme la plus influente des pays de la région SADC. Et rendez-vous avec Yacouba Ouedraogo pour l'actualité sportive africaine et du monde. Yacouba, bonsoir. On commence par le Maroc. Laurent Blanc dit non aux Lions de l'Atlas. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, le technicien français Laurent Blanc ne sera pas le prochain sélectionneur des Lions de l'Atlas selon RMC Sport. Après le départ d'Hervé Renard dans la foulée de la CAN 2019 où le Maroc a été éliminé en 8e de finale, la fédération marocaine avait fait de Laurent Blanc son choix pour reprendre les rênes des Lions de l'Atlas. Le technicien français s'est rendu au Maroc jeudi dernier et avait promis de répondre cette semaine. L'affaire engagée n'ira pas plus loin. Laurent Blanc a décliné l'offre après 3 saisons à la tête des Girondins de Bordeaux et 2 ans au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Laurent Blanc a coaché le PSG durant 3 saisons de 2013 à 2016. Le Bosniaque Vahid Halilović est en bonne voie pour remplacer Renard à la tête des Lions de l'Atlas. Sur le marché des transferts, Rami Benzebaini quitte Rennes. Le défenseur algérien, vainqueur de la CAN en juillet, s'est engagé jusqu'en 2023 avec Mönchengladbach. Le joueur de 24 ans rejoint ici le club allemand qui a terminé 5e du championnat et jouera 7 saisons en Ligue Europa. Rami Benzebaini pourrait faire ses débuts dès samedi à domicile contre Schalke 04. Pour le premier match de la Bundesliga, Rami peut jouer arrière-gauche ou central. Il nous apportera beaucoup d'expérience de ces 3 années réussies dans un très bon club de Ligue 1. C'est félicité le directeur sportif du club, Max Eber. Basketball, à présent, et nous parlons de l'afro-basket féminin. L'Angola défiera le Sénégal en quart de finale. En 8e, les Angolaises se sont imposées devant le Kenya 64-51. Les Antilopes noires feront face aux Lionnes sénégalaises en quart. Dans le 2e rendez-vous de la journée, après son échec cuisant d'hier devant le Mali 82-56, la RDC s'est reprise en dominant le Cap-Vert 78-46. La RD Congo hérite du Nigeria en quart. Et pour le moment, en plus du Sénégal, le Mozambique, le Mali, le Nigeria et la RDC sont les qualifiés pour les quarts de finale.
Toujours en basket, nous nous intéressons à un joueur qui partage ce qu'il a appris de la discipline avec les siens. Lorsqu'il était petit, Luol Deng et sa famille ont fui la guerre civile dans ce qui allait devenir le Soudan du Sud. Deng deviendra plus tard une star de la NBA ici aux États-Unis. Maintenant, il utilise ce qu'il a appris sur le terrain pour soutenir les jeunes Soudanais et leur apporter de l'espoir. Depuis Djouba, Sheila Foni nous en parle dans ce reportage que j'ai repris pour vous. L'ancien joueur de la NBA, Luol Deng, s'est rendu ce mois-ci dans son pays natal, l'actuel Soudan du Sud. Sa fondation a construit un terrain de basketball portant le nom de Manute Bol, ancienne star de la NBA. Aujourd'hui, Luol Deng encourage les jeunes joueurs. C'est un outil pour sortir les enfants de la rue, mais aussi pour les occuper et leur apprendre à travailler ensemble, à communiquer. Donc c'est vraiment plus que du sport. Dans sa jeunesse, Deng et sa famille ont fui la guerre civile au Soudan et sont allés en Égypte. Là-bas, Deng a rencontré Manute Bol, ancien pivot de la NBA et en même temps un humanitaire qui lui a appris à jouer au basketball. En 2015, la fondation Luol Deng a ouvert le terrain Manute Bol à Djouba à la mémoire du grand Manute Bol décédé en 2010. Ces terrains et l'exemple de Deng inspirent de jeunes joueurs. Certains joueurs obtiennent des bourses d'études en Europe et en Amérique à cause de leur manière de jouer. Mais la fondation Deng ne se limite pas seulement au basketball. Nous faisons beaucoup d'autres choses. Par exemple, nous avons 10 médecins que nous envoyons chaque année depuis 5 ans maintenant. Ils pratiquent des chirurgies dans tous les Soudans du Sud. Deng a été 2 fois membre de l'équipe des vedettes de la NBA. Il a rejoint les Chicago Bulls en 2004 et a disputé son dernier match avec les Timberwolves du Minnesota en 2018. Ses futurs plans pour le Soudan du Sud sont la construction d'une académie de basket et l'inclusion d'un plus grand nombre de filles dans ce programme. C'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.